Bienvenue sur TheraTalk, le podcast des solutions pour les thérapeutes en pleine expansion. Bienvenue dans le deuxième épisode de TheraTalk. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des réseaux sociaux. Sont-ils vraiment essentiels pour développer votre activité ou est-ce qu'au contraire, on peut vraiment s'en passer? Ce qui nous a inspiré ce podcast, c'est la question de Claude, qui est Equicoach et qui s'est également formé aux constellations familiales. La question de Claude est donc: je suis Equicoach, est-ce que Facebook est mort en 2024? Faut-il plutôt aller sur Instagram? Ou est-ce que YouTube est le futur pour moi? Alors c'est vraiment une très bonne question de la part de Claude, qui regroupe pas mal des réseaux sociaux qui sont à l'heure actuelle utilisés par beaucoup de professionnels du bien-être. Et pour y répondre, on va tout simplement faire appel à la professionnelle des réseaux sociaux, Jessica. Déjà, merci Claude de nous permettre d'aborder ce sujet hyper intéressant, parce qu'on a vraiment 3 questions en une. On a la question de: est-ce que Facebook, ça vaut toujours le coup? Est-ce que je dois privilégier Instagram à Facebook? Et est-ce que je me lance sur YouTube? Donc, je vais y aller dans l'ordre. Donc déjà, est-ce que Facebook est mort? En quelque sorte, Facebook est un peu mort. Ou en tout cas, l'idée qu'on se fait de Facebook tel qu'on l'utilisait il y a 5-10 ans, ce Facebook-là, oui, il est mort. Et c'est ça qui fait que pour beaucoup de thérapeutes, il y a cette impression que ça marche plus, ça m'amène plus de clients, je poste mais personne ne voit jamais ce que je fais, tout simplement parce qu'il y a cette façon d'utiliser Facebook qui était valable à un moment donné, et puis à un moment il y a eu un changement de fonctionnement sur Facebook, et beaucoup de thérapeutes n'ont pas pu s'adapter à ces changements-là, ce qui fait que pour beaucoup, Facebook n'amène que très peu de résultats, très peu de visibilité, de clients, etc. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est impossible, simplement qu'il faut savoir s'adapter, et comme sur tous les réseaux sociaux aujourd'hui, il faut vraiment se mettre dans la peau d'un créateur de contenu. Pour que ça marche, c'est ça qu'il faut. Ce que tu nous dis, c'est qu'il faut vraiment évoluer en fait dans sa manière d'utiliser Facebook. Nous, je me souviens très bien, il y a 5-6 ans, on publiait régulièrement des citations, et je sais qu'il y en a encore beaucoup qui le font, et ça marchait très 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 bien à l'époque, mais aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas. Je pense qu'on peut dire que le format vidéo a vraiment pris le pas sur Facebook, et qu'on pourrait vraiment inviter tout le monde à s'y mettre, en tout cas pour ceux qui le souhaitent. Parce que c'est ça qui marche le mieux, enfin c'est toi qui le diras mieux que moi en tout cas. Ouais. Non, vraiment comme sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, évidemment, les gens passent beaucoup de temps à regarder des vidéos. Et ce qui est intéressant sur Facebook par rapport à Instagram, c'est que sur Facebook, on va autant avoir de la vidéo courte que de la vidéo longue. Donc vous pouvez explorer ces deux choses-là. Facebook Live marche toujours très bien aussi, et vous pouvez publier vos lives aussi sur votre page une fois qu'ils sont terminés. Et il y a des gens qui les regardent aussi après. Donc il y a la vidéo, mais il y a aussi d'autres types de contenus qui performent encore très bien sur Facebook. Vous pouvez faire du visuel, vous pouvez faire des longs textes aussi. Il y a encore, selon le public que vous avez, des gens qui vont les lire. Il y a aussi des groupes Facebook qui peuvent très bien fonctionner. Donc il y a vraiment encore des choses à faire. Sur Facebook, il y a du potentiel, surtout si votre cible, c'est plutôt les 40 ans et plus. Évidemment, si vous avez une cible assez jeune, malheureusement, ils ne sont pas vraiment sur Facebook, ils vont être plutôt sur Instagram, voire sur TikTok, si vous touchez des personnes encore plus jeunes. Mais pour toutes les personnes qui ont une cible, même on peut dire 35 et plus, ces gens-là sont sur Facebook, parfois même majoritairement sur Facebook par rapport à Instagram. Donc il y a encore des choses à faire, mais par contre il faut se mettre à la page, il faut publier beaucoup, il faut publier du qualitatif, et il faut apporter à chaque fois de la valeur ajoutée. Moi, c'est vraiment ce que je vous répéterai assez souvent, et c'est la question à avoir en tête à chaque fois que vous produisez du contenu, c'est: quelle est la valeur ajoutée? Qu'est-ce que j'apporte à mon client idéal? Si vous n'avez pas de réponse à cette question, c'est que ça ne sert à rien de publier. Et on a vu aussi énormément l'émergence d'Instagram, notamment durant le Covid, parce qu'à ce moment-là, le réseau social a vraiment fait un énorme bond en termes d'utilisateurs.
Donc toi, donc là, je pense que tu as répondu, on peut le dire, Facebook n'est pas mort, et vous pouvez encore l'utiliser, c'est vraiment pertinent de l'utiliser. Mais est-ce que ça va être intéressant d'utiliser aussi Instagram, sachant que c'est la même entreprise, en fait, d'une certaine manière? Oui, c'est la même entreprise, et d'ailleurs, vous pouvez automatiser ça. Si vous êtes plus à l'aise sur Facebook, vous pouvez faire en sorte que, à chaque fois que vous publiez sur Facebook, ça se publie aussi sur Instagram. Et du coup, vous avez cette présence-là. Bon, il faut quand même avoir l'appli et se connecter et aller répondre aux commentaires, etc. Mais vous pouvez, voilà, en tous les cas, automatiser un petit peu ça. Pareil dans l'autre sens. Si vous êtes plutôt de la génération Instagram, mais que vous dites que, ok, j'irais bien quand même toucher une autre cible sur Facebook, pareil, vous pouvez l'automatiser. Est-ce que toi, tu dirais du coup que l'avantage de Instagram et Facebook, c'est que ça fait une forme de 2 en 1? C'est-à-dire qu'on peut créer un contenu pour une plateforme et quand même le republier sur 2 et du coup, d'une certaine manière, décupler sa visibilité, ou est-ce que ça fonctionne pas exactement comme ça? Oui, pour la majorité des contenus, on va pouvoir les publier de la même manière sur Insta, sur Facebook, et venir toucher une plus grande cible. Il y a juste un type de contenu sur lequel j'attirerai votre attention, c'est les carousels Instagram. Donc ça va être quand vous publiez plusieurs images qui vont du coup apparaître les unes à la suite des autres, et vous allez devoir du coup faire glisser. Donc sur Instagram, ça se présente comme ça, on swipe pour lire le carrousel. Sur Facebook, ça va se présenter comme quand on publie un album photo. Donc il va falloir d'abord cliquer sur la première image pour ensuite pouvoir swiper, et dans la façon dont ça apparaît sur le feed, on voit beaucoup moins le texte de la première image, puisqu'on a les miniatures des différentes images. Donc vous pouvez vous dire que vous publiez automatiquement vos contenus de Facebook à Instagram, d'Instagram à Facebook, en faisant attention quand même pour les carousels. Là, vous allez adapter le contenu. Si votre carrousel, c'est par exemple 5 façons d'avoir un sommeil plus apaisé, eh bien, vous avez donc votre visuel sur la première slide avec ce titre-là, et les autres slides, on va avoir du coup une slide par façon d'avoir un sommeil plus apaisé, une slide par conseil. Et bien sur Facebook, vous allez simplement publier juste la première image, et les conseils, vous allez les mettre tout simplement en texte, en légende de cette image-là. Ça sera beaucoup plus lisible, plus adapté à Facebook, et vous aurez du coup de meilleurs résultats sur ce contenu-là. Ok, mais après du coup sur l'ensemble, après des autres contenus, que ce soit de la vidéo ou que ce soit du texte, ça fonctionne à peu près de la même manière. Oui. Ouais. D'ailleurs, il y a une vraie volonté de la part du coup de Meta, qui possède et Facebook et Instagram, d'uniformiser de plus en plus. Là, on l'a vu par exemple avec les réels. Les réels, c'était d'abord sur Instagram, ensuite ils sont arrivés sur Facebook, et de plus en plus, l'outil pour créer ces réels directement depuis l'application tend à s'uniformiser, à être le même entre Instagram et Facebook. Ça va prendre encore un petit peu de temps, parce que techniquement, pour eux, c'est compliqué à mettre en place, mais on va y venir au fait que voilà, les contenus vont un petit peu s'uniformiser. Oui, donc en fait, quand on est thérapeute, c'est quand même plutôt un bon plan de pouvoir avoir un Instagram et un Facebook pour avoir de la visibilité sans avoir à créer 2 fois le même contenu, en fait. C'est ça. Donc vous pouvez avoir cette stratégie d'avoir une page Instagram et une page Facebook, et du coup de venir les alimenter de la même manière en automatique ou quasi automatique. Ou sinon, vous pouvez avoir une page sur Instagram et plutôt un groupe sur Facebook. Si vous voulez faire un peu du contenu différent, vous allez aborder les mêmes thématiques, mais peut-être de façon un peu différente et plus personnalisée. Dans le groupe Facebook, vous allez venir approfondir, et vous pouvez aussi renvoyer les gens qui vous suivent sur Insta vers votre groupe, où là, ça va être votre cible vraiment privilégiée, les gens qui ont envie... vraiment votre communauté, ceux qui ont vraiment envie d'en savoir plus, et qui vont potentiellement prendre rendez-vous aussi, souscrire à votre accompagnement, etc. Donc tu vois, Claude, en l'occurrence, la réponse, c'est que Facebook et Instagram sont pertinents pour toi. Après, il y avait quand même l'idée de savoir, est-ce qu'il te faudrait aller sur YouTube? Est-ce que c'est le futur pour toi? Alors, moi, connaissant un petit peu Claude, qui est un client de longue date, Claude, il est coach, donc il travaille avec les chevaux. Donc il faut dire qu'il y a un capital sympathie autour de tout ce qui est cheval, les équidés, etc. Donc moi, je trouve que c'est quand même plutôt une bonne idée d'aller travailler sur de la vidéo. Après, ta vidéo, tu peux la travailler quand même vraiment sur la partie Facebook et Instagram. Mais aller sur YouTube, c'est peut-être une autre démarche. Qu'est-ce que t'en dirais, toi, par rapport à ça? Alors, je dirais que ça peut être effectivement intéressant, mais qu'il va falloir
penser le contenu différemment, puisque sur Instagram, on va être plutôt sur du format court, 1 minute 30 maximum. Sur YouTube, ce qui va être très intéressant, c'est qu'on est sur du format long, donc on va pouvoir approfondir. Par exemple, si sur Insta, Facebook, Claude fait plutôt des vidéos courtes, donc ça va être par exemple, on va voir une personne qui est en plein accompagnement, là, qui est avec le cheval, on voit qu'il y a de l'émotion, il y a un truc qui se passe, on va mettre une musique qui fait transparaître cette émotion-là. Ça peut très bien marcher, ça peut même devenir viral sur Instagram ou sur Facebook. Alors que sur YouTube, on va avoir aussi ce moment-là, mais on va pouvoir aussi avoir une séquence avec Claude qui nous explique comment ça fonctionne, et ce que ça peut apporter. Et on peut avoir aussi un témoignage de la personne juste après l'accompagnement qui nous dit ce qu'elle a ressenti, ce que ça a éveillé, etc. Ça va être 2 approches vraiment différentes. Et on peut aussi se dire qu'on part de YouTube pour aussi produire du format court. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Donc, vous avez votre vidéo YouTube qui dure, mettons, 40 minutes. Il y a même maintenant des sites d'intelligence artificielle qui scannent votre vidéo, comprennent de quoi ça parle et vont sélectionner des moments qui vont pouvoir devenir des vidéos format court. Notamment, un qu'on peut conseiller s'appelle Opus Clip. Ouais. Donc ça, c'est hyper utile. Donc voilà, on peut se dire que, ok, on met de l'énergie à faire du format long sur YouTube, et derrière aussi, on gagne du temps sur le format court sur les réseaux sociaux. Ouais, moi, c'est ce que j'appelle recycler du contenu. Après, moi, je mettrais quand même un petit bémol là-dessus, c'est-à-dire que autant Facebook et Instagram fonctionnent vraiment bien ensemble, parce que c'est la même compagnie, autant YouTube, c'est vraiment un outil qui est à part, qui est géré par Google, et qui ne va pas avoir les mêmes codes, qui ne va pas avoir les mêmes règles, et sur lequel il ne va pas falloir produire les mêmes contenus. Ce qu'on a un petit peu oublié d'évoquer aussi avec YouTube, c'est qu'il y a maintenant aussi des formats courts, qui sont de 1 minute, 1 minute 30, avec les shorts, qui peuvent aussi faire l'objet de viralité, mais qui ne seront certainement pas suffisants non plus pour proposer un contenu suffisamment développé pour vraiment avoir une vraie compréhension de ce que vous, en tant que thérapeute, vous pouvez proposer. Donc après, YouTube, c'est quand même une super opportunité parce que c'est le 2e moteur de recherche au monde. C'est-à-dire qu'après Google, que quasiment tout le monde utilise, il y a YouTube. Donc c'est aussi une vraie opportunité et c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider à développer votre activité. Encore une fois, il faut en comprendre les règles et les codes. À savoir aussi que le nom de votre vidéo sur YouTube peut avoir un vrai impact sur sa visibilité. Donc prendre le temps de bien rédiger un nom, de mettre vraiment une description qui va aller en profondeur. Alors, je vous dis pas d'écrire 1000 mots, mais d'écrire à peu près 250-300 mots avec l'idée de ce qui va être dedans, de ce qui transparaît. Et aussi, et ça on en a parlé dans le podcast précédent que je vous invite à écouter, de mettre votre inscription à la newsletter pour récolter les emails des personnes qui sont susceptibles de voir votre vidéo. Ça fait partie des très bonnes pratiques qui vont vous permettre de développer votre activité. Après, là, je pense qu'on a fait le tour de 3 gros réseaux sociaux. Peut-être qu'on abordera TikTok et d'autres sur un autre programme. Après, du coup, il y a vraiment la question de comment faire sans les réseaux sociaux, parce que tout le monde n'est pas nécessairement à l'aise avec, ou tout simplement pour des questions éthiques, ne souhaite pas alimenter cela, ce qui peut très bien se comprendre. Et alors, c'est l'objet vraiment de la question de Nadia. Ouais, Nadia qui fait de l'hypnose et de l'énergétique, et qui nous a posé une question vraiment clé, où trouver sa clientèle hors réseaux sociaux? Voilà. Alors, il faut savoir déjà d'une chose, c'est que c'est possible de développer son activité sans les réseaux sociaux. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on fait sans les réseaux sociaux, on se coupe d'un levier de communication qui aujourd'hui est très important et qui peut permettre vraiment ce côté viralité, de toucher vraiment plus de monde. Alors, c'est ok, on va partir du principe que là, on n'en parle plus. Pour développer son activité sans les réseaux sociaux, il va falloir quand même utiliser en partie des outils digitaux. Donc, on va avoir tout simplement, en premier lieu, votre site internet. Le référencement naturel de votre site internet, que vous avez déjà certainement entendu sous le nom de SEO aussi, donc Search Engine Optimization
Donc le SEO, c'est un ensemble de techniques qui vont vous permettre d'être visible sur des mots-clés. Quand on tape une recherche sur Google, hein, tout ce que tout le monde a déjà fait, c'est ce qui va vous permettre de ressortir sur les premiers résultats. Pourquoi c'est important de ressortir sur les premiers résultats? Parce qu'il faut savoir que les 3 premiers résultats qui apparaissent récoltent 80% des visites en moyenne sur une recherche. Donc ça veut dire que la personne qui est en premier, elle rafle entre guillemets la grosse part du gâteau. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très spécifique et qui est relativement technique, mais pour faire simple et pour vous donner quelques axes pour développer du tout la visibilité de votre site internet, la première chose, c'est de bien choisir ses mots-clés. Choisir ces mots-clés, ça peut se faire de manière très simple. Si par exemple vous êtes naturopathe à Bordeaux, vous dire que déjà ça peut être intéressant de venir vous positionner sur ces mots-clés-là. Donc il va falloir travailler votre site internet dans ce sens-là. Comment on travaille son site internet dans ce sens-là? La première des choses, et que je vois, ou plutôt que je ne vois pas, sur beaucoup de sites internet de professionnels du bien-être, c'est que tout simplement, le nom de votre activité plus la ville où vous êtes n'apparaît pas en gros titre sur le site internet. Et pourtant, c'est vraiment la base. Pareil, si vous avez plusieurs services, et c'est le cas de Nadia, donc qui fait de l'hypnose et de l'énergétique, on pourrait très bien, on ne sait pas où elle habite Nadia, mais on va dire qu'elle est à Paris. Donc pour être référencé sur Hypnose Paris, en fait, il faut quand même déjà que ces mots-clés apparaissent sur votre site. Attention, je ne vous dis pas de les répéter 15 000 fois partout sur votre site internet. Une fois sur la page, ça suffit largement. Il y a d'autres méthodes après, dont on parle dans la formation d'ailleurs au référencement naturel, qui vont vous permettre d'aller gratter un petit peu ces places et d'aller monter sur les résultats de recherche. Donc ça, c'est vraiment un premier axe que je vous invite à développer, à peut-être aller chercher un petit peu plus loin de votre côté, parce qu'encore une fois, c'est vraiment un sujet qui est très très large et qui implique énormément d'éléments. Le deuxième point qui sera vraiment accessible à tous, et que ça, vraiment, c'est le truc à mettre en place quand on est professionnel du bien-être, c'est Google My Business Profile. Google My Business Profile, c'est un outil qui est gratuit, qui est donné par Google, c'est un super cadeau qu'ils vous font, et qui en plus peut vous permettre d'être même avant les premiers résultats de site internet. Oui. Vous savez, cette petite carte qui apparaît là avec des petits pins rouges et qui vous donne des propositions de suggestions. Souvent, quand on fait une recherche qui allie une ville, par exemple, là, hypnose à Nîmes, si vous tapez ça sur Google, vous allez avoir d'abord la partie de Google My Business, ce qu'on appelle le pack local, pour vous donner quelques éléments si jamais vous êtes confronté à un moment. C'est vraiment cette partie-là, et encore une fois, c'est les premiers qui apparaissent dessus qui vont avoir le plus de clients. En moyenne, les gens vont principalement regarder les 3 premiers résultats sur cette partie-là, et puis après ils vont se concentrer sur la partie des avis. Et ça, on ne vous le dira jamais assez. Osez demander des témoignages et des avis à vos clients. C'est vraiment quelque chose qui peut faire bondir votre activité. Donc on a vu référencement naturel de votre site internet et Google Business Profile. Une dernière partie, qui n'est pas la plus évidente, mais qui peut vraiment aussi vous aider à développer votre activité, en tout cas en ligne. On va voir juste après la partie hors ligne. C'est toute la partie publicité ads. Alors là, j'en vois déjà qui bondissent. Non, on ne vous demande pas de faire des vidéos virales qu'on va voir partout sur les réseaux sociaux et de payer ça. Vous pouvez vous axer sur ce qui s'appelle Google Ads, qui vous permet de faire ressortir, en payant bien sûr, votre site internet en première position, du moins dans les premières positions, sur des mots-clés spécifiques. Donc ça, c'est un logiciel qui est mis en place par Google, qui fonctionne en fait au clic, c'est-à-dire que vous allez définir un budget, par exemple 50 €, sur certains mots-clés, par exemple naturopathe à Nîmes. Je veux que mon site internet ressorte à chaque fois que quelqu'un tape naturopathe Nîmes, et Google va venir vous débiter de ce budget-là. Donc en général, c'est, on va dire, entre 10 centimes et ça peut monter à 5-6 € selon la requête et vraiment le budget, enfin la concurrence qu'il peut y avoir et la valeur que donne Google à cela. Et donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui clique, ça vient débiter votre budget. Donc avant de faire cela, quand même, vraiment le vrai conseil que je vous donnerai, c'est de préparer votre site internet à ça. C'est-à-dire que si votre site internet, il n'y a pas des boutons d'appel à l'action, qu'il n'y a pas une prise de contact qui est simple et qui est facile, et si votre site internet il n'est pas déjà tip-top... Oui, il faut qu'il y ait un aspect professionnel, quoi. Si on arrive sur le site et qu'il est hyper fouillis, qu'on ne trouve pas les informations, c'est ça. Alors, si on cherche encore une fois naturopathe Nîmes
et qu'on a un besoin spécifique ou qu'on n'a jamais consulté de naturopathe, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, en fait, il faut quand on arrive sur le site, on ait tous les éléments de réassurance, il faut qu'on soit sur un univers professionnel qui nous donne envie de prendre rendez-vous. Sinon, on visitera votre site, mais derrière, vous n'aurez pas les résultats attendus. C'est ça. Ça va pas ce qu'on appelle convertir, c'est-à-dire que la personne va pas passer de visiteur à client ou cliente. Donc vraiment, l'idée, avant de passer sur ça, qui demande aussi un budget qui est un peu plus élevé, mais qui est aussi très très efficace, c'est vraiment d'optimiser avant tout la partie d'expérience utilisateur de votre site internet pour que les informations soient faciles à trouver, qu'on puisse vous contacter facilement. C'est déjà assez compliqué pour les gens de faire cette démarche-là, de demander de l'aide. Facilitez-leur le travail en étant facilement joignable. Voilà. Donc vous l'avez compris, la clé, c'est la facilité et la simplicité. D'ailleurs, votre site internet, il peut être hyper minimaliste. Hein. Oui. Il n'y a pas besoin qu'il y ait plein de photos, plein d'éléments visuels, plein de couleurs. Il vaut mieux un site avec des couleurs très, très sobres, une police hyper lisible. Il faut quand même une photo de vous. Oui. Mais voilà, il n'y a pas besoin de faire un travail visuel compliqué et vous pouvez même vous en sortir... si vous êtes un minimum à l'aise avec l'informatique, à le faire seul assez rapidement. Oui, il y a vraiment plein de solutions à ce niveau-là. Mais du coup, pour celles et ceux qui n'ont pas envie du tout de passer par le digital, alors bien que ce soit quand même aujourd'hui quasiment incontournable, il y a quand même d'autres solutions. Moi, j'ai des clients qui fonctionnent quasiment sans. J'ai des clients qui tournent très bien, qui n'ont même pas de site internet. Alors, comment ça se passe ? Tout simplement, ça peut être de passer par des moments de rencontre. Donc ça peut être des salons. Donc tout ce qui est salon bien-être, il y en a à peu près un par commune, donc vous trouverez forcément un salon bien-être proche de chez vous, assez facilement. Et là, la clé, encore une fois, c'est vraiment de travailler sur différents piliers. Le premier pilier qui est de dire qu'est-ce que je vais faire là-bas. Ne vous inscrivez pas à un salon juste pour vous inscrire à un salon. Posez-vous la question de qu'est-ce que je vais proposer. Donc ça peut être une offre spéciale, ça peut être un nouveau service, ça peut être un test aussi. On peut se dire ok, j'ai envie de me lancer, je sais pas, une spécialité sur l'hypnose et l'arrêt du tabac. Comment est-ce que je vais pouvoir amener ça? Comment est-ce que ça va être accueilli? Est-ce que je vais trouver du monde grâce à ça? Un élément aussi que malheureusement on oublie souvent, c'est qu'il n'y a pas de deuxième chance de faire une première bonne impression. Alors ça, d'autant plus que les gens vont vous rencontrer, c'est un super atout parce qu'il y a vraiment une relation qui va tout de suite se mettre en place. Mais par contre, faites vraiment attention à comment vous présentez. C'est très très important et ça va aussi refléter pour la personne la qualité de votre accompagnement. Enfin, un troisième point, et qui à mon avis est vraiment décisif sur la réussite de votre salon, c'est d'être en mesure d'animer une conférence. Alors là, je sais, c'est super dur, la prise de parole en public, et vraiment de s'exposer au regard de plein de personnes. Il faut vraiment arriver à passer ce cap. Alors c'est vraiment, encore une fois, hein, c'est pas évident, mais vraiment de se dire que vous allez proposer un contenu, vous maîtrisez votre sujet et vous êtes en mesure d'en parler. Si vous n'êtes pas à l'aise vraiment avec le format conférence où vraiment vous parlez et puis les gens écoutent, moi je vous invite vraiment à travailler plutôt sur une idée d'échange et de questions-réponses, de le faire sous forme de conversation. Oui, ou d'atelier. Ou d'atelier, exactement, de faire vivre une expérience aux gens. Donc vous pouvez avoir une petite partie, peut-être 10-15 minutes maximum, où peut-être vous allez interroger les gens, ou les faire se poser des questions par rapport à votre activité, et après inciter à l'interaction avec les gens. Et c'est vrai que, comme le dit Jessica, faire un atelier, c'est vraiment très très bien parce que c'est quelque chose qui va permettre aux gens de tester tout de suite votre approche et de voir des résultats très rapidement. Et ça, c'est un élément qui, ça n'a pas de prix, quoi, hein, vraiment, de pouvoir vivre les choses tout de suite sur le moment. Ça peut vraiment être un élément déclencheur pour vous aider à avoir plus de rendez-vous par la suite. Alors, sur cette question vraiment de la participation au salon, de comment faire, de comment se présenter, quelles sont les bonnes pratiques et comment faire en sorte que votre salon soit une réussite. Sur cette thématique des salons, moi je vous invite à tout simplement nous rejoindre au prochain épisode parce qu'on va vraiment faire un gros focus sur cette thématique-là, sur toutes les bonnes pratiques, sur qu'est-ce qu'il faut faire dans un salon, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans un salon et comment faire en sorte que votre salon soit une réussite. Je voudrais juste terminer avec un dernier conseil, une dernière approche pour développer son activité hors ligne, donc vraiment en réel.
Vous pouvez aussi vous rapprocher des groupements de thérapeutes. Je sais que ça se fait beaucoup. C'est-à-dire qu'il peut vraiment y avoir des complémentarités entre les différentes approches des thérapeutes. Dans un premier temps, cet avantage que vous êtes sur une zone, un lieu qui génère déjà de la clientèle du fait qu'il y ait déjà des gens qui viennent voir des professionnels du bien-être. Donc ça peut être intéressant. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas se dire que ça va faire toute votre clientèle, mais ça peut vous apporter quelques clients. Et après, il faut aussi garder à l'esprit qu'il peut y avoir vraiment une complémentarité entre les différentes activités. Par exemple, un hypnothérapeute pourrait très bien recommander un ou une naturopathe pour venir aider sur certaines problématiques. Par exemple, la perte de poids. Oui, voilà, exactement. Et donc ça vient, en fait, vous venez entrer dans un réseau où on est susceptible de vous recommander. Encore une fois, ça ne fera pas la totalité de votre clientèle, mais ça rajoute un petit plus pour venir vous aider à développer votre activité. Voilà moi ce que je peux vous dire sur cette partie-là, sur vraiment où trouver sa clientèle hors des réseaux sociaux. Si vous avez des idées, s'il y a des choses que vous pensez que j'ai oubliées, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je serai ravi de vous lire. Donc merci à Nadia pour sa question, j'espère que ça vous a apporté plein d'informations. Merci de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode.